Bon, eh bien, ce soir, nous avons le plaisir d'interroger deux hommes étoiles, deux grands hommes étoiles, deux résistants tous les deux, qui vont nous parler d'un problème qui a été extrêmement important, qui a été, je crois, un des éléments majeurs aussi de notre libération. Je vais saluer ici Monsieur Jules Martin. Je dis bien Monsieur Jules Martin et honneur aux aînés, je dirais Monsieur Jules Martin d'Ombray, et pour beaucoup d'hommes et toi, si je dis le passeur, on sait de qui il s'agit. Un autre Jules Martin, c'est un Jules Martin d'Amay, celui-là, qui s'est illustré également dans la résistance, et je voudrais bien poser à l'un et à l'autre quelques questions. Je me tourne vers ma gauche. Eh bien, que pensez-vous de la résistance, Monsieur Martin, sur le plan local, s'entend? J'ai deux choses à dire. Nous pouvons être fiers du nombre de résistants qu'il y avait dès le début 40, après l'invasion des Allemands. Que ce soit pour Amé, Jeué, Amstein, Ombré ou Flône. Donc pour Amé, il y avait dès le début de la guerre un nombre assez important de résistants. Important, attention, non, pas important. Il y avait quelques résistants de la première heure. Ça, c'est une chose. D'où après est venu automatiquement et progressivement des résistants qui se sont affiliés, sans être affiliés, qui ont collaboré avec la résistance. Le phénomène d'Amé est en fait le phénomène qui s'est rencontré un peu partout dans la Belgique, dans tous les coins. Mais quelle forme de résistance y avait-il ici sur le plan local? Il y avait le journal clandestin, première chose, des différents partis politiques, disons-le. Alors, il y avait le service de renseignement. Il y avait, je pense, que après 43, début 43, de la résistance armée. Mais autrement, non, c'était, disons, de la résistance, comment pourrais-je expliquer? Oui, passif, c'est exact. Je crois quand même que les Allemands avaient peur de la Belgique, avaient peur de la résistance. J'ai l'impression que tous ces éléments ont quand même agi sur le moral des Allemands. Tout au moins, j'ai eu l'occasion de le constater dans une autre région. Ils étaient bien renseignés, ils connaissaient tous les îlots de résistance, etc. Et une question que je me suis bien souvent posée, si réellement ils connaissaient les effectifs, mais vraiment globaux de la résistance, et pourquoi ils n'ont pas agi dans ce sens-là, dans le sens d'une élimination, parce que au fond, disons que les représailles ont été terribles, mais parfois aussi à tort et à travers. Ils n'ont pas toujours touché vraiment le nœud de la résistance. Ils ne la connaissaient pas, contrairement à ce que vous pouvez penser. Ils ne connaissaient pas. Non. Ils ont eu des indications, mais ils n'ont jamais connu le noyau exact. Jamais. Parce que automatiquement, quand il y en a un qui était pris, le réseau était de nouveau reformé par une autre chaîne. Et je peux vous expliquer le cas de mon beau-père, qui était le responsable du rapatriement des aviateurs américains et anglais. Eh bien,
on a pris pour l'arrondissement de Huy 50 officiers à la commandature. On a arrêté donc 50 officiers tant que le responsable ne soit pas désigné. Et mon beau-père s'est constitué prisonnier à la commandature, en tant qu'officier, donc actif, quand il a eu replacé le réseau en d'autres mains. Ce qui veut dire que les 50 officiers ont été libérés et lui a été pris. Qu'avez-vous connu localement sur le plan de la résistance? Ben, vous avez Amé, par exemple, pour le journal clandestin La Libre Belgique. Vous aviez Camille Bréban, qui était le responsable pour Amé et environ. Vous aviez Hella de Morin, qui était le responsable pour Huy. Et le patron, disons-le ainsi, pour Liège, c'était le fils du capitaine d'Urmorqueur Atlas de 1914. C'était Engels. Franz Engels. Oui, il y avait bien sûr cette action. Ça, c'est, disons, la presse. Mais il y avait d'autres journaux. Vous aviez Jules Delcominette, l'imprimeur, qui propageait aussi de la presse clandestine, et il y en avait encore d'autres. Oui, évidemment, ça c'est une des actions de la résistance, mais indépendamment de cela, il y a eu pas mal. Nous sommes plutôt dans la résistance passive, dans cette diffusion des journaux qui faisaient quand même beaucoup de bien à la population. On sentait qu'il y avait quelque chose. Et comme nous l'avons vu au cours des précédentes émissions, le moral de Belge avait bien besoin d'être relevé parce que, disons qu'au retour de l'Exode, en juin, juillet, août, septembre, dans ces mois-là, ben vraiment, on se demandait, nous l'avons vu dans des émissions antérieures, on se demandait ce qui allait se passer, quoi. On était complètement désemparés. C'est un peu tout ce qui s'est passé ici sur le plan passif, et alors sur le plan actif, là ça s'est précisé plus loin, 43. En 43, ou alors là vraiment la résistance devenait active. La résistance est devenue armée alors à ce moment-là. Oui. Réellement, vous avez eu des flottes des militaires clandestins qui faisaient la guerre à ce moment-là. Et c'est le moment après 43, au moment où on a déjà vu un petit peu la tournure des événements, que la résistance a vraiment sorti de ses longs et qui a commencé à faire des sabotages, même faire des combats avec les Allemands eux-mêmes. Oui, il y a eu des combats. Si nous prenons trop, par exemple. Si nous prenons la prison de Huy, par exemple. C'est déjà des faits de la résistance. Là. Ça s'est fait assez marquant. Ça s'est fait fin 43, la veille, fin 43, la veille du Nouvel An. Oui, c'est ça. Là, la résistance a libéré 59 prisonniers. C'est 57 ou 59, je n'ai plus le chiffre. De la prison de Huy. Oui. Là, il y avait donc des voleurs de grands chemins. Ah oui. Oui. Mais alors, il y avait une dizaine de résistants qui devaient être transférés à la citadelle de Liège, près de Fusilier. Et c'est comme ça qu'ils les ont libérés. Et on n'en a rattrapé un innocent, qui ne connaissait rien, et qui était là parce qu'il avait volé une botte de paille ou je ne sais pas. Oui, évidemment. Oui. Et c'est bien passé. Oui, on a pris des otages. Il y avait une dame qui était à la prison de Huy. Quand on l'a pris, il y a une personne d'armée, une dame, je sais pas. J'ai oublié son nom, c'était Mariette Crins. Mariette Crins, oui, c'est exact. Excuse de ne pas dire madame, mais oui. C'est Mariette Crins. Mariette Crins. Et puis il y avait, en plus de ça, il y avait des noms, si je peux citer des noms, il y avait la fille de
M. Tonnet, Michel Tonnet. Il y avait Alexis Avlanche, qui m'a téléphoné tantôt. Et ce sont des personnes, et je connais des personnes, des résistants, des noms de résistants qui ont libéré donc ces personnes-là. Oui. Vous avez Delcominette de Villers-Sautin. Oui, Albert Delcominette, oui. Roger. Roger, effectivement. Oui. Il était chef de la brigade de répression contre l'indépendance. D'accord. Je vais me Et tourner. le monsieur qui a organisé ça, parce qu'il y a eu différents groupements qui ont opéré à cette... Oui, certainement, oui. Eh bien, ça s'est passé chez le substitut, M. Briborzia, c'est son nom, qui habitait à cette époque tout près de la prison de Huy. Oui. Et le jour que ça s'est passé, il avait neigé. Et tous les vélos et les gens qui sont venus chez lui pour faire cette opération-là, on a vu les traces de pas devant chez lui, dans sa cour, et c'est sa femme de ménage qui est venue dire à monsieur le substitut, venez un peu voir qu'est-ce qui s'est passé chez vous. Dépêchons-nous, dit-il, on va bien vite brosser toute la neige. Et l'histoire s'est passée ainsi. 43, début de la résistance armée, mais alors je pense aussi chez les résistants, début d'une tension extraordinaire. Vous pressentiez la libération quand même qui approchait. Est-ce qu'il est possible de décrire un peu l'état d'esprit des résistants à l'approche de cette libération dont nous venons de revivre par la radio et la télévision le 40e anniversaire? Ça a été, je crois, ici comme partout ailleurs, chez les résistants, une période de vie intense, une période de fébrilité vraiment extraordinaire. Non, pas comme vous croyez. À mon avis, je parle 40 ans après. Oui. On était plus calme. Il y avait des regroupements. Le Front de l'Indépendance, enfin certains secteurs, le Front de l'Indépendance est passé à l'AS, à l'armée secrète. La raison, c'était simple, c'était les armes. L'AS recevait des armes, mais le Front de l'Indépendance, non. Je pense que c'est exact. Hein. Donc, là, j'ai posé la question à un responsable qui, toute sa brigade est passée à l'armée secrète, c'est Roger Delcominette. Il m'a dit oui, il y a juste un avec quelques hommes qui sont restés au Front de l'Indépendance, mais ils avaient des armes et ils croyaient non plus faire la guerre. C'était comique, mais c'est comme ça. Ils disaient, nous allons prendre possession du village. Voilà textuellement les paroles qui m'ont été dites à cette époque. Ce qui était quand même supposé que les résistants étaient organisés Oui. pour avoir cette sérénité. Seulement, disons que la politique, à ce moment-là, allait commencer à ouvrir ses portes. Voilà. Mais avant, on ne parlait pas de politique. Je m'excuse de soulever ce problème, mais c'est... Oui, évidemment, exact. Et je vais me tourner maintenant vers M. Martin, qu'on n'a pas tellement entendu, parce que on l'a entendu par quelques morceaux comme ça, mais je voudrais quand même lui demander de reparler un petit peu de cette période 40. Bon, vous étiez passeur parce que il y avait nécessité, quoi. Il n'y avait plus de pont à armer. Ben non, le pont fait sauter à 40, l'armée déjà fait sauter le pont à 40, le 10 mai 40,
Et alors on a été forcé de refaire l'alliance Ombre-Armée parce que Ombre ne sait vivre sans armée. Et alors à ce moment-là, on a fait le passage d'eau. Et sur le passage d'eau, alors, tout le monde est passé. Le passage d'eau a été témoin de beaucoup de faits de résistance, et je ne citerai pas les faits parce que nous n'en aurions pas longtemps, mais sur le passage d'eau, beaucoup de choses se sont tramées comme résistance. Les uns venaient d'un côté, les autres venaient de l'autre, on se réunissait, et nous avions, à côté du passage d'eau, nous avions le débarcadère du Moulin, qui existait toujours à cette époque-là. Et en dessous du débarcadère, il y avait une petite chambre où, l'hiver, on attendait les gens à passer. Et alors là-dedans, il y avait un feu et tout ça, et c'était là que tout le monde arrivait, et on faisait des petits complots, si on peut dire des complots, c'était des complots malgré tout, mais contre l'occupant, c'était pas contre personne. Et en plus de ça, il y a eu des failles qu'on ne sait d'où elles sont venues, et les Noirs à cette époque-là, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a eu des résistants, il y a eu des Noirs qui ont été beaucoup plus dangereux que n'importe qui, pas, et qui dénonçaient, et c'était une armée de mauvais Belges, qui a fait beaucoup de tort à toute la région. Et ici, mais il faut tout de même avouer qu'il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas été très convenables envers leurs amis amétois. Je ne veux pas citer des noms, mais ceux qui ont un certain âge savent de qui je veux parler. Mais qui dit résistance dit éventuellement prestation nocturne, vous en tant que passeur, etc. Ah, certainement, oui. La résistance était plus. La résistance faisait plus la nuit que le jour, par exemple. Parce que nous étions en contact avec le mouvement de résistance et on venait pendant la journée nous trouver et dire est-ce que nous pouvons passer l'eau à minuit, 1h du matin, n'importe quoi, parce que nous devons aller faire un acte de sabotage ici ou de fait de résistance, enfin, d'un côté ou de l'autre. Il y avait le couvre-feu, je crois. Ah oui, ça, Donc là, c'était... Oui, le couvre-feu, on ne peut pas dire qu'il était vraiment couvre-feu, parce que nous autres, au passage d'eau, par exemple, nous travaillions depuis, il faut dire que sur les 24 heures, nous travaillions 20 heures. Il y avait 4 heures seulement. De minuit à 4 heures du matin, c'était calme. Pour question de service public. Oui, de service public. Et c'était toujours dans ces moments-là les plus avantageux pour nous de pouvoir passer et de pouvoir dire, c'était à ce moment-là qu'on ne voyait personne. Mais de couvre-feu, il n'y a pas eu de couvre-feu pour dire très sévère pour dire qu'on ne pouvait pas passer ni rien du tout. Et dans cette période-là, y avait-il beaucoup d'Allemands à Ombre? Ah oui, ici à Ombre, il y avait ici à Ombre, au bout de la rue, à l'entrée de ma rue, il y avait là un dépôt, il y avait une dizaine d'Allemands qui étaient là avec un chef et tout ça. Il y avait le chantier Jabon qui construisait des vedettes. Oui, mais seulement le groupe d'Allemands que je veux dire, c'était un groupe qui était plutôt pour la police que pour le chantier naval. Raison de plus alors, parce que passer la nuit, ça représentait quand même un certain danger, une certaine tension. Oui, certainement, parce que il fallait que l'on sache à l'avance ce qu'on pouvait faire, parce que on ne pouvait pas passer par ce truc-là, il fallait venir par l'autre. On ne pouvait pas passer devant chez eux parce qu'il y avait toujours quelqu'un. Oui. Donc il
fallait faire le tour du village, de la rue, du quartier plutôt, hein, et pour venir par le fouet, comme on appelait ça, hein, et ne pas passer donc par la grande route et passer ici à l'entrée de la rue du Centre. Est-ce que de toute façon, vos prestations, vous pouviez en avoir la nuit, etc. Je présume que les médecins aussi étaient appelés. Oui, mais ça, il faut mettre ça non pas sur le compte de la résistance, il faut mettre ça sur le compte du passage public. Oui, d'accord, mais enfin, ça veut dire que passage public, pour vous, vous étiez quand même justifié au niveau prestations nocturnes, oui. Parce que vous pouviez fort bien aider un médecin à traverser, etc. Il fallait que nous aidions les docteurs, parce que les docteurs à ce moment-là, ils avaient des motos comme moyen de circulation, hein, et une moto, hein, ça pèse 150 kg. Et on chargeait la moto. Il fallait passer la moto dans la barre, la sortir. C'était un point énorme, il fallait pousser ça, hein, c'était sérieux, enfin. Hein. Et les médecins se présentaient en vrai chaque fois qu'on les appelait, mais la nuit, pour les médecins, ce n'était pas courant, parce que on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien du tout pour pouvoir nous contacter, pour aller les chercher, donc armés, puisqu'ils venaient d'armée. Oui. Il fallait vraiment que ce soit des cas spéciaux, que les gens, par exemple, viennent ici nous demander d'aller chercher le docteur armé. Mais avec le médecin même, nous ne savions pas, nous n'avions pas de contact. Et vous avez fait le métier de passeur, donc jusque quand? Mais nous avons commencé le passage d'eau en septembre 40, donc nous avons été les premiers passeurs d'eau, et nous avons fait le passage d'eau jusqu'au 11 novembre 43, le jour de notre arrestation. Le 11 novembre 43, et là vous avez été arrêté. Nous avons été arrêtés, toute la famille a été arrêtée, et le passage d'eau a continué. C'est ma femme qui a fait le passeur d'eau. Et elle a fait le passage d'eau pendant certainement 15 mois, environ 15 mois, après notre arrestation. Et vous avez été arrêté à la suite d'une manifestation bien déterminée ici à Hamé. C'était... Oui, nous avons été arrêtés parce que le 11 novembre 1943, il y a eu une manifestation patriotique. Il y a eu, pas une manifestation, mais on a manifesté, le 11 novembre, si on peut dire ainsi. Et alors, suite aux événements, aux faits qu'on avait fait le 11 novembre, les Allemands ont arrêté toute une bande d'Américains. Nous étions en 27. Et alors, ils vous ont emmené où? C'est-à-dire, c'était l'histoire, ceci. C'est-à-dire, on nous a arrêtés tous et on nous a conduits au fort de Huy. En premier. Nous avons été tous au fort de Huy. Le 15 novembre, la résistance a tué un nombre de Noirs à l'avenue d'Achamps. J'ai failli dire, c'est-à-dire à l'avenue d'Achamps. Et alors, suite comme représailles, les Allemands ont dit, nous allons expédier à Saint-Léonard 10 des 27 qu'on avait arrêtés. Et à nous 10, nous avons été dirigés sur Saint-Léonard. Quand nous sommes arrivés à Saint-Léonard, la sanction a été plus forte. On a dit, non, vous ne restez pas à Saint-Léonard, on va vous conduire dans les camps de concentration. Et à 10, le 21 novembre, nous avons été expédiés à Sertogenbosch, au camp de Vught, en Hollande. À 10. Et alors, les autres ont suivi de Huy, du fort de Huy, et ils sont allés tous à Saint-Léonard. Ensuite, à Saint-Léonard, en janvier, on a encore fait des actes de sabotage et tout ça, et il y en a encore eu à peu près la moitié du restant
qui ont été expédiés en signe de représailles à Chus, à Vuc. Donc, je dis en janvier 44, ceci. Et alors, poursuite en cours toujours de faire résistance. C'est pas en 44, c'est pas en 43? Ah non, oui, c'est juste en 44, oui, en 44. Et en mars 44, le restant des 27 qui avaient été arrêtés, donc le 13 novembre, a été expédié à Vuc. Et tous sont arrivés au camp de concentration de Vuc en Hollande. Et cette vie au camp de concentration, ça consistait à quoi? Quelle était votre vie dans ces camps? Oh, votre vie dans un camp de concentration, c'est lamentable. C'est lamentable. Quand vous arriviez dans un camp de concentration, hein, on vous déshabillait directement et on vous mettait sur le dos un costume à eux, un costume zébré de blanc et bleu, hein, très léger. Vous n'aviez ni chemise ni rien du tout, vous n'aviez que ce costume-là. On vous mettait des sabots aux pieds, sans chaussettes rien du tout, et un petit calot sur la tête, et puis et on vous dirigeait dans le camp, et on vous faisait faire des travaux forcés. Des travaux qui ne servaient à rien, enfin, du travail forcé, enfin. Et alors, après ça, on rentrait, on travaillait 12 heures de travail tous les jours. Et puis le soir, on rentrait dans les blocs. On nous donnait un petit bout de pain, 100 grammes de pain, avec une petite fine tranche de saucisson de 3 mm. Et puis alors, pas content de ça, les capots, comme on les appelait, hein, c'était les prisonniers de l'Allemagne eux-mêmes. C'était des gens qui étaient condamnés comme droit commun, et les communistes allemands qui n'avaient pas voulu se plier au régime d'Hitler à ce temps-là. C'était eux qui dirigeaient les camps. Et alors, ils avaient comme mission, ils étaient commandés par les SS, et les SS leur faisaient faire toutes sortes de subir toutes sortes de services, et c'était eux qui devaient nous les faire faire, qui nous les faisaient. Alors, c'était lamentable. Nous n'avions pas à manger, nous étions battus, et toutes sortes de services très graves. Et alors, après ça, le soir, pas content de nous avoir fait travailler 2 heures, ces capots-là nous faisaient faire des strafexercices, comme on appelait ça. On voulait faire une sorte d'exercice rempli dans le garde et tout ça. Et alors, suite à tous ces services-là, on avait vite perdu des kilos. Hein, parce qu'on était tous devenus très maigres, on était tous malades et privés de tout ce qu'un homme pouvait espérer avoir. Alors après ça, il y en a beaucoup qui sont morts de maladie et tout ça, et si les statistiques sont bonnes, il y a 10 millions de camps de concentration qui sont morts dans les camps de concentration. Oui. Il y en a 10 millions. Eh bien voilà, nous sommes maintenant à Saxe-Nausen et nous allons quand même aborder la fin de cette triste période, car vous avez été libérés là-bas. Pouvez-vous nous raconter un peu les circonstances de votre libération et surtout ce retour vers la patrie? Oui, c'est bien simple. Le 23 avril, 2 soldats russes sont arrivés en moto à la porte du camp de Saxe-Nausen parce que avant le 23 avril, le 21 ou le 22, je ne pourrais pas vous dire préciser exactement si c'est le 21 ou le 22, tous les
prisonniers politiques qui se trouvaient encore à Sachsenhausen, on les a réunis et on les a mis dans un rang pour les conduire plus loin. Et le plus loin, c'était, on les faisait marcher. Et cette marche-là, que c'est que mes camarades ont fait, ça s'appelait la marche de la mort. Ils sont démarrés de Sachsenhausen, on les a fait marcher, et toujours devant eux, et on ne savait pas où. Et quand ils ont eu fini la marche de la mort, certainement une quinzaine de jours après, si le car est arrivé à destination, c'est un grand nom. C'est un grand nom. Quant à moi, ma libération est bien simple. J'étais dans les rangs pour faire la marche de la mort. Et par un hasard heureux, j'ai vu par la fenêtre d'un bloc un habitant d'Ombré. Il habitait à Mer. C'était Jules de Haar, qui se trouvait dans un bloc, mais qui ne savait plus marcher. Et alors moi qui étais dans le bloc, je l'ai vu, il m'a fait signe, et je suis parvenu à sortir du convoi et d'entrer dans le bloc tel Jules. Nous nous sommes cachés, et le convoi est parti sans nous. C'est ma chance de ne pas avoir fait la marche de la mort. Mais seulement, le problème, c'est de parvenir à nous faire rapatrier. Et alors, le lendemain, nous sommes mis d'accord et bien nous allons essayer de trouver un camp de rapatriement, de trouver quelque chose pour nous faire rapatrier parce que nous n'étions plus que nous deux à Sachsenhausen. Tous les autres étaient foutus le camp, et des milliers que nous étions les jours précédents, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que deux. Nous avons marché et nous sommes arrivés dans les Mongols, c'était des Russes à ce moment-là. Et on est parvenu à se faire comprendre et on a dit qu'est-ce qu'il faut faire par geste, parce que personne ne savait parler bien avec l'autre à ce moment-là, par geste, on est parvenu à se comprendre et on nous a fait signe de sortir toujours sur l'arrière du front. Et nous avons marché, on faisait 3-4 km par jour, parce que je ne savais pas marcher à peine. Et alors, on arrivait dans un village, le lendemain dans un autre, et chaque fois, on retrouvait la commandanture chez nous. Et après 3-4 jours, nous sommes arrivés dans un village où c'était les Polonais qui occupaient le village. Et là, j'ai eu la chance de trouver un Polonais qui parlait un peu français. Et alors, comme Jules était très malade, nous nous sommes expliqués et il m'a dit qui occupait le village. Et là, j'ai eu la chance de trouver un Polonais qui parlait un peu français. Et alors, comme Jules était très malade, nous nous sommes expliqués et il m'a dit, écoutez, le monsieur est très gravement malade, il ne peut pas continuer à marcher, mais nous ne saurions pas vous loger. Mais lui, on va le mettre à l'hôpital, et alors, on s'en occupera. Moi, j'ai dit, bien content, et alors, nous nous sommes séparés, je le restais à l'hôpital, une revire, si vous voulez, des Polonais, et moi, j'ai continué mon chemin. Et au village plus loin, j'ai rencontré deux Belges, mais deux déportés au travail, pas des prisonniers de guerre ni rien du tout. Et nous avons fait le chemin ensemble pendant, disons, une dizaine de jours. Et puis alors, nous sommes arrivés dans un village qui s'appelait Friedberg. C'était une ville rasée par la guerre. Le mur était à 1 mètre. Il n'y avait plus rien du tout que certaines maisons pickpockets un petit peu de côté.
Et alors à ce moment-là, je suis arrivé, comme j'étais seul comme prisonnier politique, il y avait 6 prisonniers de guerre, ils m'ont dit, viens avec nous, et ils m'ont donné une chambre dans une maison qu'ils avaient, hein, et j'étais le chouchou des prisonniers de guerre, ça m'empêche de vous le dire. Et alors à ce moment-là, hein, les prisonniers de guerre ont pris conscience de moi, et c'est là que nous avons formé un camp de rapatriement pour la Belgique. Seulement, comme nous n'étions que 16 prisonniers de guerre, moi prisonnier politique et quelques déportés au travail, on a attendu d'avoir un convoi important pour faire un train ou n'importe où. Seulement, où nous étions du côté de Friedberg, le rapatriement se faisait par bateau jusqu'à ce moment-là. Il se faisait par bateau par Odessa et Marseille. Et on revenait en Belgique. Et moi j'ai eu la chance de ne pas faire ce voyage-là, mais j'ai été le premier convoi à revenir en Belgique par train. Et nous sommes restés 10 jours pour faire le voyage de Friedberg à Bruxelles. Bon, ok. Parce qu'en cours de route, quand les armées américaines avaient besoin de trains ou n'importe quoi, ils prenaient notre locomotive, on nous laissait 2-3 heures sur place, et puis ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire, ils venaient nous chercher et on continuait. Et alors nous sommes parvenus à arriver à Chose, à Venlo, en Hollande, par le fameux pont que si vous voulez là qui passe là et tout. Et là, j'ai rencontré le docteur Petit. Circonstance tout à fait spéciale, le docteur Petit était là, comme docteur Ducamp de tout. Et alors là, j'ai appris de nouvelles d'ici, et puis alors, on m'a rapatrié, je suis revenu. De Venlo, on m'a rapatrié à Herbestal, d'Herbestal, je suis revenu à Bruxelles, de Bruxelles, je suis revenu à Namur, mais tout en suivant, il n'y avait pas d'arrêt dans le voyage. Hein. Et puis alors, je suis arrivé à mai, et à Namur, on m'a ramené ici. Et les retrouvailles. Et les retrouvailles. Mais le retrouvailles, c'est un peu dur, les retrouvailles. Hein. J'avais une fille de 17 mois que je n'avais jamais vue. C'est plus grave, ça. Hein. Votre famille, vous la retrouviez ici. Dans quel état? On était content, mais malgré tout, je crois qu'on était vraiment épuisés à ce moment-là. Hein. Oui. Je voudrais quand même poser encore à M. Jules Martin Damé, je veux dire M. Jules Martin Damé, M. Jules Martin Dombray, une question. Et la résistance armée ici? Parce que, en fait, dans les derniers moments, vous dites que la résistance était armée et qu'elles étaient un petit peu, disons, sur le plan local, les activités de cette résistance armée. La résistance armée a fait beaucoup de sabotage sur le chemin de fer, des répressions, comme le cousin vient de vous dire. Alors, vous aviez différents chefs responsables qui, accrédités, si je peux me dire, je vais vous citer des noms, ça il n'y a pas de chose. Pour le Front de l'Indépendance, il y avait Del Communette Roger, qui habitait Villers-Sottan. Pour l'AS, l'armée secrète, secteur 2, zone 5 de Gelée, Tillon et Bière. Vous aviez alors un groupe de sabotage de la main-d'œuvre, parce que jusque maintenant on n'en a pas encore parlé, qui étaient, si je peux m'exprimer ainsi, des employés qui travaillaient chez les Allemands dans un bureau de recrutement de travail obligatoire, si je peux m'exprimer ainsi. Ces gens-là ont fait autant de travail en très peu de temps que toute la résistance
on pourrait dire armée. Parce que les travailleurs qui étaient déportés allaient travailler pour l'Allemand. Ces sabotages de main-d'œuvre, c'était très ennuyeux pour eux. Parce que chaque fois qu'un travailleur belge partait en Allemagne, il y avait un militaire allemand qui pouvait combattre. Tout regroupé, tout compte fait, il y a eu beaucoup de choses sur le plan local. Vous aviez aussi, pour le service de renseignement et d'action, si je peux m'exprimer ainsi, le lieutenant Pirard, Henri, qui est décédé. Henri. Il a été fusillé, je pense, si mes souvenirs sont bons. Voilà, différents, mais ce sont des responsables. S'il fallait citer tous les autres, ben, disons que pour Amé, puis il y en avait certainement plusieurs centaines à la fin, pour le grand Amé. Et alors tout ça consistait en sabotage, etc. Mais plus exactement, vous, votre mission dans tout ça, parce que vous avez parlé de pas mal de résistants, mais on pourra peut-être un peu parler de vous. Je crois qu'il y a toujours cette tendance à ne pas parler de soi, bien sûr, c'est une modestie, mais il faudrait quand même le dire. Bon, ben écoutez, c'est simple, ça se résume en deux choses. Au départ, j'ai travaillé, moi, avec Camille Bréban pour la presse. Suite à une perquisition allemande, une dénonciation aux Allemands, ben, j'ai dû prendre une position, soit rester ou partir à la résistance armée, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai eu la chance, si je peux appeler ça une chance, d'être réquisitionné par l'Office du travail belge pour aller travailler à l'Office du travail allemand, ah oui, qui s'appelait la Werbestel. Autrement dit, on avait mis le renard dans l'aubergerie. Voilà, c'est uniquement ça. Et alors, étant dans ma situation, je ne pouvais être affilié à tel ou tel groupement pour la bonne raison que j'étais en rapport avec tous. Ouais. Et c'est comme ça que je les connaissais. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez pu fournir des indications extrêmement précieuses pour le résistant. Nous n'allons pas prolonger cet entretien outre mesure, mais il y a quand même une question qui me brûle les lèvres et je vais la poser à tous les deux. Cette évocation des camps de concentration, de ce retour au pays a fortement ému M. Martin Tombré. Et pendant cette interview avec M. Martin Damet, il a eu l'occasion vraisemblablement de se ressaisir. Mais je voudrais poser une question maintenant. 40 ans après, comment voit-on tout cela? Si c'était à refaire, recommencerait-on? Est-ce qu'il y a des choses qu'on regrette d'avoir fait? Je rappelle ici à mes auditeurs une observation que j'ai faite vraiment en tout début d'émission. Nous ne jugerons pas, parce que nous vivons maintenant dans des conditions totalement différentes, mais quand même, les circonstances dans lesquelles tout ça s'est passé, on a agi comme cela. Pour maintenant, on a eu le temps de se ressaisir, de s'interroger, etc., si c'était à refaire. Et avez-vous été content réellement de votre patriotisme, tous les deux? Mais nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été contents de ce que nous avons fait. Nous ne pouvons pas regretter ce que nous avons fait, puisque nous l'avons fait. Seulement, je constate tout de même que dans les 20 premières années, après la guerre, c'était raisonnable. On pouvait être fier d'avoir fait ce qu'on fait. Mais maintenant que la guerre est finie,
On n'en parle plus que rien du tout. Ben, on ne s'occupe plus de ce que nous avons fait il y a 40 ans. Ça paraît trop loin. C'est trop loin, c'est trop loin. Les 20 premières années, oui, mais maintenant, au moment où nous vivons, ce n'est plus la même mentalité, et pour la bonne raison qu'il y a 2 générations maintenant qui ont évolué dans cette. La nôtre est encore valable pour ce que nous avons fait, mais nos enfants et nos petits-enfants maintenant, ben, ils ne savent pas de quoi nous parlons. Alors, c'est difficile de leur faire comprendre ce que nous avons fait et ce que nous avons ressenti à l'époque. Je crois que le passé, c'est le passé. Oui. Et il faut vivre dans le présent. Alors moi je dis ceci, tournons la page et ne regrettons pas ce qu'on a fait, parce qu'on a été pris dans un engrenage et il a fallu continuer parce que vous ne saviez plus vous arrêter. Parce que quand on y était, on y était. C'est fini. Alors moi je dis maintenant, bon ben, tournons la page et c'est tout. Je pense que On laisse ça aux historiens maintenant qui... Ce qu'il y a à faire maintenant, on oublie, c'est fini enfin. Mais ce que je souhaite ardemment, c'est que qu'on ne puisse plus vivre une vie comme nous avons eu, que nous n'ayons jamais vu aucune guerre. Parce que, alors, le problème deviendrait beaucoup plus sérieux encore qu'il n'a été à notre époque. Beaucoup plus sérieux. C'est que je souhaite ardemment de ne jamais plus voir de guerre. Et qu'il n'y en ait plus pour les futurs. Parce que nous autres avons fini notre vie, mais les futurs. Bien, je crois que voici une excellente conclusion à cette interview. Je n'ai plus qu'à remercier Messieurs Martin, au pluriel, et notre technicien occasionnel qui nous a fortement aidés pour cette interview.